constate en vous entendant tous que c'est assez hétérogène. On a une vision de ce que doit être l'avenir dans le monde manufacturier qui peut être lié aux expédients politiques parce qu'il y a des tarifs douaniers qui ont été imposés. Est-ce qu'on devrait peut-être avoir une deuxième transformation mieux faite au Québec? On a parlé des hommes et des femmes qui construisent l'industrie tous les jours. Est-ce qu'on saura les garder? Comment on va les garder? Donc, il y a beaucoup de choses. Les données, le data, qui devient un élément important dans l'industrie. Je vous écoutais, je me disais comment trouver un fil rouge à travers ça. Peut-être, j'ai envie de partir avec votre cri du cœur à vous, Georges. Le rendez-vous raté avec la génération suivante sur l'envie des métiers. Parce qu'avant de se soucier si oui ou non l'industrie va garder des ouvriers, des travailleurs, des ingénieurs, encore faut-il en avoir qui soient qualifiés. Alors, c'est peut-être le point de départ. On ne peut pas faire instantanément amende honorable, mais il y a un réel enjeu. Votre industrie, puis vous êtes libre d'intervenir là-dessus, mais votre industrie a un problème qui n'est pas lié au Québec, qui effectivement, on veut être une vedette d'Instagram, mais certainement pas un fondeur. On veut pas travailler dans un haut fourneau, si ça existe encore. Comment faire en sorte qu'on redonne cette envie et qu'il y ait une relève valorisée? Si vous me permettez, moi je pense qu'il fait partie de la base. On a oublié, il y a un manque entre l'école primaire et l'école secondaire. Il y a quelque chose qui doit être fait à ce niveau, à parler aux enfants de besoin d'avoir une transformation de l'industrie. Moi, parfois, j'ai des discussions avec les jeunes étudiants au collège, je leur montre un téléphone, je dis, c'est quoi ça? Ils me disent tout de suite un téléphone. Non, je dis non, c'est des silicions 99,99%, c'est de notre alliage, c'est des métaux, c'est des matériaux. On a oublié Est-ce qu'ils vous écoutent avec intérêt ou ils continuent à texter pendant que vous parlez? C'est la vie. Mais la réalité, c'est que j'observe, je suis aussi professeur suppléant à UQTR, chargé de cours à UQTR, et je donne des cours de fonderie. Et la même affaire, les étudiants viennent pour la fonderie parce que c'est crédité pour faire leur cours. Mais quand tu les parles, est-ce que vous voulez travailler? Avez-vous une idée d'aller plus tard, de faire des programmes universitaires dans la fonderie? Il n'y a pas la volonté des jeunes d'aujourd'hui d'aller dans ce type de métier. Parce que ça a l'air un peu métaphysique ou sinon très, très intangible comme problème quand on parle de ça, mais à terme, dans 5, 10 ou 15 ans, on parlait de la fenêtre de 12 ans tout à l'heure, elle n'est pas si longue. Oui, je viens à vous, Jorge. Si on ne règle pas ça, de toute façon, il n'y aura juste pas de main-d'œuvre. Je ne crois pas que ce soit intangible. En fait, il y a eu une étude avec KPMG, avec la table d'adéquation emploi qui a été faite. Et les résultats, d'ailleurs, sont disponibles à la table au kiosque d'Alu Québec. Et cette étude-là a montré que sur les 28 professions, effectivement, qui étaient requises dans le milieu de la métallurgie pour l'aluminium, il y avait 17 métiers où il y avait des gros problèmes de disponibilité dans les 10 prochaines années. Et il y a 16 métiers où on est en concurrence avec les autres domaines. C'est-à-dire que les jeunes qui étudient en électronique préfèrent s'en aller dans d'autres domaines que dans les métallurgies. Effectivement, vous avez raison. Mais qu'est-ce qui fait que ça a l'air ringard pour un jeune de travailler dans la métallurgie? Je pense que le fait qu'il n'y ait pas assez de solutions, puis d'interaction, puis d'implication dans la façon de gérer la production, ça a probablement un impact. Le fait que le niveau d'automatisation soit bas a probablement un impact. Deuxièmement, les compétences changent. Puis pourtant, il faut qu'on fasse un gros branding, il faut faire une campagne de valorisation pour montrer que la personne qui s'en vient travailler en métallurgie, qu'elle soit ingénieure, qu'elle soit DEP, elle est hot. Elle est hot parce qu'on va la former en usine. Elle va avoir plein de notions en informatique, en automatisation, en mécanique, en hydraulique, puis elle va interagir pour être capable de gérer la business. Vous devriez être porte-parole quelque part. Là. Il me semble que vous donneriez une swing à ça. Jorge. No. I want to say that you are not the only one having problems to convince young people to work in the industry. I have the same situation with my grandkids. But it's our fault, as you say. Around 20 years ago, the only thing that you hear is go to school to study computers. And before was medicine or law. But we never talk about working in a factory. And I know how my members working in manufacturing, in mining, have a really good life and have a good salary, and they can provide for their families. But we are not talking about that. And back to, and I think you got a bit distrust with my message, there is something very clear for us. We are never invited to the party.
and if we are not invited to the party, we cannot dance. Then when unions... But what do get- you mean when you're saying you're not invited to the party? That There is- you're not okay. consulted? Let's go one step at a time, okay? Start at the back. All the research that we have been consulting and listening today, to my knowledge, in no one of them, unions have been consulted or invited. Where we are going, development of technology, and there are beautiful things out there, agree with you. Workers, union have never been invited to talk about what kind of machinery we have, how that machinery can improve workers' life instead of being imposed to them, and now you have to learn to do it. And this is the machine, tough luck if you cannot do the job. Then that's kind of two simple examples, negotiating. We never been, and I hope that when we hear from Gerard, we never been invited further more than negotiating a collective agreement. In Germany, unions sit in the board of directors. And you have a different voice when you are sitting in Of the board course. of directors than when you are having to fight And you're across bringing the another table. experience as well. Then that's what I'm trying to say when I say we are not invited to the party, then don't get upset when we get upset. Mais dans un monde idéal, on ne sera pas indisposé personne et on fera en sorte qu'il y a encore du boulot ici pour tout le monde. Mais il y a de la place aussi pour le leadership des équipes parce que les gens qui font des DEP, le modèle allemand permet de faire de la diplomation dans les usines aussi. Ça a toujours été. Et ça, c'est une grande, grande force. En plus de ce qui est donné dans Oui, le réseau alors scolaire. il faut l'amener, ça. Et je parlais avec Mme Charbonneau, ça fait partie des programmes. Il y a des programmes pour faire ça maintenant au Québec. Non, Et puis- il y a quelque chose. Puis maintenant, c'est les gens qui programment les robots. Et l'idée aussi, c'est que le DEP ne doit pas être un cul-de-sac, c'est-à-dire que ça ne doit pas être la fin, parce que ça doit servir de tremplin, mais c'est très mal perçu. C'est-à-dire qu'en général, quand on fait son DEP, on se dit ben, c'est la fin, ça va s'arrêter là, alors que ça peut mener à l'université aussi de faire un DEP. Encore faut-il que ça soit su. On revient, il faut valoriser beaucoup tous ces métiers. Parce que s'il n'y a pas la valorisation, si les gens ne se sentent pas qu'ils sont valorisés, qu'ils font partie de la communauté, ils se sentent tassés, ils ne vont pas aller plus loin. J'ai envie de parler de lien entre les générations parce que c'est un enjeu. Vous dites, dans la métallurgie, c'est peut-être l'absence de technologie qui fait qu'on est moins sexy pour les jeunes, mais il y a aussi la capacité de travailler dans un monde où souvent le pouvoir est donné à des jeunes personnes parce qu'elles maîtrisent les codes technologiques. Je ne sais pas si ça, encore une fois, ça fait sens ce que je dis, mais c'est d'accepter qu'il y ait une partie de l'autorité dans les organisations qui est maintenant entre les mains de jeunes personnes habiles avec ces nouvelles technologies. Et est-ce qu'on vit confortablement dans un monde où, habituellement, la hiérarchie se faisait des aînés vers le bas? Et je me dis, aujourd'hui, c'est impossible de voir le monde comme ça, parce que la solution, elle vient en partie de jeunes qui ont ces talents. Bien, moi, je pense que ça fait partie des défis du virage numérique. Premièrement, c'est pas tout d'amener son entreprise à faire des projets 4.0. Il faut aussi aller chercher cette main-d'œuvre. Moi, je pense que les jeunes sont très, peut-être qu'ils ne sont pas intéressés à la métallurgie, mais sont très intéressés au numérique. Je pense qu'en allant de l'avant avec ça, de la bonne façon, on va aller chercher des main-d'œuvre, ça va les intéresser davantage. Je pense que ça a un lien. En fait, évidemment, c'est certain qu'il va falloir leur faire de la place. C'est partager le pouvoir. Effectivement. Mais en même temps, on a un autre enjeu qui fait que ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont plus d'expérience dans le procédé, on ne veut pas non plus les perdre en leur faisant peur avec toutes ces nouvelles technologies-là parce que pour plusieurs d'entre nous, on cherchait encore dans le bottin téléphonique papier il n'y a pas si longtemps, puis c'est pas évident. Donc, c'est vraiment, moi, je pense que c'est un défi, ça fait partie des défis, puis c'est vraiment de mesurer comment je peux aller chercher à attirer ces nouvelles compétences-là, tout en préservant celles qui sont là, puis de faire le mariage parfait. Là. Marie? Mais je pense que l'entreprise a un rôle aussi là-dedans. Oui, deux choses. La première, c'est que ça, dès l'industrie 3.0, quand on parlait du lean, etc., qu'on allait impliquer les employés dans les décisions, il y a des endroits où ça a fonctionné très bien. Il y a des endroits où ça a moins bien marché.
C'est-à-dire que quand tu commences à donner plus de pouvoir aux équipes pour qu'ils prennent des décisions, quand ils sont bien formés, quand ils sont de bonne foi et qu'on a tous un objectif commun, habituellement, ça augmente beaucoup la performance des entreprises. Fait que il y a des endroits où ça marche. Première chose. Au Québec, ça c'est un. Deuxièmement, Madame a tout à fait raison, il faut se mettre en action. C'est pourquoi, avec Alu-Québec, on s'est assemblé avec tout le monde, avec le RTMQ, avec la SVA, qui est ici aujourd'hui, avec Transal, et on fait des initiatives 4.0. Et ça, pour aider, pas seulement à faire le diagnostic, mais il faut se mettre en action. On va avoir des consultants Qu'est-ce que qui vous vont... appelez une initiative 4.0? Ça veut dire qu'il y a 10 entreprises qui vont avoir un consultant, ils vont faire leur diagnostic, mais en plus, on va les aider, avec l'argent du Messie qu'on a reçu, à faire leur premier projet. Puis ça va leur coûter peut-être 5 000 $ au lieu de 50 000. Je fais de la publicité, si vous voulez vous inscrire, donnez votre nom. Parce que, et là, on va les aider à faire leur premier projet. Donc, c'est en faisant que là, ça devient in de travailler à telle place. Parce que, wow, c'est en train d'être automatisé. Puis moi, je vais travailler à être formé puis à programmer les robots. Mais la réalité, puis j'imagine que les gens dans la salle le savent ou le sentent, est-ce qu'elle est à deux vitesses? C'est-à-dire, selon qu'on est Arcelor avec des moyens, un univers planétaire et qu'on est une petite entreprise locale, parce qu'une majorité des joueurs ont moins de 50 employés. Oui. Et donc, 4.0 pour ce joueur, est-ce que c'est gros. réaliste? Mais c'est pour ça qu'il faut le découper. Il faut dire, tu fais ton diagnostic, mais fais au moins un petit premier projet qui va te coûter 10 000, 20 000 $, mais tu vas avoir le payback tout de suite. Puis après ça va donner le goût aux entreprises, aux petites PME, de faire le deuxième chemin. Puis la RTMQ veut faire la même chose avec l'acier, puis vous allez nous aider à certifier le processus, le CRIC. Fait que ça, je pense que ça fait partie d'exercices concrets pour donner le goût aux gens. Corinne? Puis, oui, c'est vrai que les PME ont souvent plus la broue dans le toupette, comme on dit, peu de moyens, peu de ressources en temps, en argent. C'est naturel aussi. Par contre, un gros autobus, c'est plus difficile à retourner qu'un petit. Comme je disais, des projets 4.0 simples, ça existe. Puis, je pense qu'un des problèmes qu'il y a, c'est que c'est difficile à imaginer pour l'instant. Je pense qu'il manque encore beaucoup de connaissances et de formation au niveau des gens en industrie pour savoir c'est quoi un projet 4.0. Est-ce que, des fois, les gens, moi, je veux faire de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça passe nécessairement par un premier projet qui va faire de l'intelligence artificielle? Pas nécessairement, là. La numérisation de l'entreprise, ça peut être plus petit que ça, puis des fois, ça peut donner des ailes, puis propulser, puis je pense que ça passe par bien commencer, puis bien s'informer pour savoir, on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de buzzwords, tout ça, mais aller un peu plus profondément pour avoir une connaissance de c'est quoi un projet 4.0, puis de se lancer. Peut-être pas dans les grands projets d'envergure, mais Faire quelque chose. Faire quelque chose. Commencer par faire quelque chose. Alors, c'est peut-être le profane qui parle, et je plaide coupable parce que quand on parle de 4.0, je suis un peu perdu. Je crois comprendre, mais je me demandais en vous écoutant tout à l'heure sur ces projets 4.0, est-ce que dans un monde où tout va bien comme celui-ci, si on n'applique pas, je parle d'économie là, si on n'applique pas, on peut se dire, bien, de toute façon, je suis poussé par les grands vents. Mais s'il fallait que les choses aillent mal et qu'on traverse une crise sévère, ces entreprises qui ne seraient pas 4.0 souffriraient plus rapidement, selon vous? C'est-à-dire que si on n'est pas prêt à s'adapter maintenant, à la prochaine crise, ça pourrait faire mal? Bien, je pense que c'est un passage obligé. À la vitesse où ça va, c'est vraiment un passage obligé. Maintenant, la compétition ne se fait plus avec son voisin de la rue d'à côté. Les portes sur l'information sont ouvertes sur beaucoup plus grand et définitivement, c'est un passage obligé. On a parlé de collaboration. Les entreprises doivent collaborer ensemble pour être plus compétitives parce que la compétition, elle n'est pas de la porte à côté, elle est à l'extérieur. Et ça, c'est clair. Puis avec la géopolitique qu'on connaît, il faut diversifier les marchés avec des États-Unis. Il y a seulement une entreprise sur 4 qui exporte ailleurs qu'aux États-Unis. Donc, augmenter sa compétitivité et sa productivité, c'est essentiel. Mais ma question profane, dans le fond, en fait, c'est parce qu'elle vient de ce que vous avez dit tout à l'heure, puis je me suis perdu en vous questionnant. Vous parliez des données, du data qui est maintenant produit. Et je me disais, est-ce qu'on peut penser qu'un jour, ça va être un sous-produit
qui aura une valeur comme l'acier et l'aluminium qu'on produit. Définitivement. Définitivement. Et donc, qui a à harnacher aussi ces données et qu'éventuellement, un producteur va dire, ben moi, j'ai de l'information que d'autres n'ont pas et que cette information vaut cher. Parce que c'est une conversation sur une forme d'or ou de devise qu'on n'a pas encore, mais qui devrait se Vous faire. savez qu'il y a des entreprises qui vont valoir ou valent déjà plus cher parce qu'elles ont accumulé énormément de données Mais c'est vrai donc dans la métallurgie aussi. dans tous les domaines. Donc, il y a comme un deuxième filet, là, c'est le pétrole. On parlait de la Chine tout à l'heure qui a un taux Oui. d'automatisation, mais la Chine a aussi énormément de données, n'ayant pas la même législation sur la protection des données qu'ici. Oui, Donc, mais ils veulent le bien de leurs citoyens, fait que c'est pas inquiétant. mais ce que je veux dire, c'est que ça a une très, très grande valeur. Georges? Je ne veux pas être contre les courants, mais avant de tout ça, il faut bien choisir les données. Parce que accumuler des données pour accumuler des données, moi, je ne vois pas une grande valeur. Parce qu'il y a des entreprises qui mettent des capteurs partout, qui accumulent, je ne sais pas, 400 points de... On peut se noyer dans les données. Exactement. Après ça, tu te poses la question, regarde, pouvez-vous m'aider pour analyser celui-là? Mais qu'est-ce que tu veux que je t'analyse? Pour ça, je dis toujours, oui, on a besoin de données, mais avant de tout cela, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut obtenir, quelle réponse et quelle raison pour capter. Je vous cela. entends bien. Vous vouliez dire que... Yeah. You'll have the last word, I believe. Just two quick things. One, I think the small manufacturer, the small employer, is also not invited to the party. I think all the technological change have been prepared, designed, thinking in the big transnational that have quite a lot of money that can invest in big machinery, new machinery, and the small employer, the 50 people employer, have a lot of difficulties catching up. Secondly, I think the data is already a product. They are using it to run our elections. They are using it to change people's minds about many stuff. Why will they not use it here? The data is already a product. It won't be a product Or of a the future. byproduct. Yeah.